Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Il a passé 4 jours dans le Moronou. La visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, a pris fin hier. Un séjour pour impulser le développement dans la région, des infrastructures inaugurées, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'eau potable. Le chef de l'État a aussi annoncé les projets à venir. On fait le bilan dans quelques instants. Puis la Côte d'Ivoire s'arme contre la fièvre afteuse, une maladie virale grave du bétail hautement contagieuse. Le ministère des Ressources animales et halieutiques et le représentant de la FAO ensemble pour atténuer les impacts de ce mal transfrontalier. Un protocole d'accord signé entre le gouvernement et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Dans la filière agricole aussi, il y a des initiatives vers la création d'une société de financement. Les acteurs veulent faciliter leur accès aux ressources financières. Ils font face à des difficultés du genre dans le domaine. Le projet adopté après des réflexions récemment sur un modèle adapté à l'agriculture ivoirienne. Et puis au Mali, le M5 n'est pas d'accord. Le mouvement de contestation rejette la charte de transition soutenue par la junte. Le texte fixe la durée de la transition à 18 mois et charge un comité formé par la junte de désigner un président civil aux militaires. Du 9 au 12 septembre dernier, le président Alassane Ouattara était en visite d'État dans la région du Moronou, un moment qui était très attendu par les populations. Elles ont bénéficié d'infrastructures de développement. Au moment où s'achève cette visite, quel bilan peut-on en tirer? 4 jours dans le Moronou, un sujet de Kader Sogodogo. L'hélicoptère qui s'élève dans le ciel de Bongouanou a à son bord le couple présidentiel. Alassane Ouattara quitte ainsi le Moronou après 4 jours de visite d'État. Sa venue était très attendue par les populations. Elles le savent. Une visite d'État permet à la région d'accueil de bénéficier d'une attention particulière des gouvernants. Routes, électrification, adduction en eau potable et bien d'autres infrastructures de développement. Le chef de l'État s'est déplacé personnellement dans plusieurs localités du Moronou pour des mises sous tension électrique, pour ouvrir des vannes qui consacrent l'adduction en eau potable. Le déficit du Grand Bongouanou a d'ailleurs été définitivement corrigé. Qu'en pensent les fils du terroir? Leurs attentes ont-elles été prises en compte? J'ai dit merci au président de la République parce que son arrivée nous a été très salutaire, parce que toute la région de Moronou, les 3 départements vraiment ont été vraiment bien entretenus par le président de la République. Il se trouve que tout ce qui est infrastructure, tout a été mis en marche. Et pour relier le chef-lieu de région qui est Bongouanou, les 2 autres départements, toutes les voiries ont été faites, ont été bitumées. Et au niveau de l'eau, tout a commencé à être mis en place. Tous les autres villages dans mon département et aussi dans les autres départements, nous sommes servis à près de 87%. Nous sommes dans le Moronou qui n'a jamais eu de visite d'État. Et avant l'arrivée du président, pendant son arrivée après, nous voyons déjà les retombées. Au niveau des infrastructures routières, au niveau de l'eau, au niveau de l'électrification, au niveau des écoles, au niveau psychologique et social. Donc ces instants sont des instants de communion qui doivent se répéter ad vitam, ad aeternam. Le président, c'est vraiment un messie pour la Côte d'Ivoire. On continue avec lui, on continue avec le président, on ne cherche pas une équipe qui gagne. Une visite d'État génère des retombées économiques. Hôteliers, gérants des restaurants et maquis ont-ils fait fortune? Le maquis a bien marché. Franchement, depuis 3 jours, ça fait 3 jours même, je ne dors pas. Nos hôtels ne fonctionnent pas comme dans les autres secteurs, dans les autres villes. Ici, de temps à autre, pour rire, on s'appelle croque-mort ou bien Ivocep, parce que c'est quand il y a les décès que nous avons de l'affluence. Quand le corona est venu, on est descendu à 6 mètres sous terre. On a dû fermer, il a dû libérer tous les employés. Et puis, il y a eu, je dirais, cette manne qui nous est tombée là-dessus, c'est-à-dire notamment la visite d'État. Et là, franchement, on a ressenti quand même notre hôtel sortir de son trou. Au total, le chef de l'État s'est rendu à Ara, Mbato, Bongouanou et de nombreux villages du Moronou. C'est pas faux de le dire. Les retombées pour le Moronou placent la région sur la route du développement. Il y a ce qui a été fait, mais aussi des engagements
ont été pris par le président de la République. Pour l'heure, pourquoi ne pas célébrer cet espoir nouveau pour le Moronou? On va rester encore quelques minutes dans le Moronou. Allons voir ce soutien à 4 communes dans la région. La ministre Anne Désiré Ouloto fait don de matériel de salubrité, un appui pour rendre le cadre de vie des populations propre. Herman Yamien. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité veut des communes ivoiriennes régulièrement débarrassées des ordures. Pour réussir ce pari, elle dote les différentes communes de matériel de salubrité. Présente dans le Moronou, pour la visite d'État du président de la République, elle vient de faire don de plusieurs matériels de salubrité aux communes de Bongwanou, Mbato, Tiemlekro et Almamba. Nous sommes sincèrement heureux et vous pouvez l'imaginer. Il y a longtemps que nous attendons ces matériels pour pouvoir enlever nos ordures, pour que nos villes, sinon la ville de Bongwanou, soit propre. Aujourd'hui, nous sommes comblés. Ce matériel d'une valeur de plus de 238 millions de francs CFA comprend des tracteurs, des tricycles, des débroussailleuses, des cache-nez, des bottes, des poubelles, des machettes, des fourches et des sacs poubelles. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité invite les populations à s'impliquer dans la salubrité de leurs différentes communes. Je voudrais rappeler aux populations et aux maires présents ici que la propreté, c'est l'affaire de tous. Le maire seul ne peut y arriver. Le président du conseil régional seul ne peut y arriver. C'est ensemble, avec toutes les populations qui produisent les déchets, mais qui devraient également avoir de bons gestes pour éviter d'avoir des caniveaux pleins de déchets, pour éviter d'avoir des rues sales. Au cours de cette cérémonie de remise de matériel de salubrité, Anne Désiré Ouloto avait à ses côtés la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, le ministre des Sports, Claude Dao-Paulin, et la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, Miss Belmont Dogo. Le président de la République a animé sa traditionnelle conférence de presse qui intervient à la fin de sa visite d'État. Le chef de l'État s'est prêté aux questions de la presse nationale et internationale. Les échanges vous seront proposés après ce journal. Et puis, M. Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes, convie à une rencontre avec M. le Premier ministre, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, le lundi 14 septembre, c'est-à-dire demain, à 10 h au Palais de la Culture de Treichville. Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, les fédérations de jeunesse, les jeunesses des partis politiques, RHDP, FPI, PDCI, UDPCI, EDS et COGEP, les mouvements et associations de jeunesse proches du RHDP et des partis de l'opposition, les fêtières et organisations de jeunesse estudiantine et scolaire, les organisations de jeunesse de la société civile. La digitalisation des impôts, le sujet évoqué à 13 h au Dimanche Magazine. Aujourd'hui, Hamza Diaby a reçu le directeur de l'informatique de la Direction générale des impôts. Mafemori Kanaté a parlé, entre autres, des téléprocédures. Dans cet extrait, il évoque les enjeux de cette politique. Les enjeux de la digitalisation à la Direction générale des impôts sont déclinés principalement sur 3 axes. Bien sûr, d'abord, en priorité, le contribuable client. Ensuite, la Direction générale des impôts elle-même, et bien sûr, l'État de Côte d'Ivoire. Et au niveau du contribuable client, il s'agit surtout de simplifier et faciliter l'impôt. Comme on le dit, payer l'impôt en un clic et avec le sourire. Bien sûr, l'un des enjeux au niveau du contribuable, c'est de disposer d'outils très simples d'utilisation et rapides. Et bien sûr, cela permet de réaliser des grandes réductions de coûts au niveau de la gestion et des coûts d'administration de l'impôt. Et bien sûr, tout cela sécurise l'ensemble des échanges du contribuable et de la DGI. Et sécurise bien sûr les deniers publics et les deniers privés. Ensuite, au niveau de la Direction générale des impôts, deuxième axe donc, il s'agit surtout au niveau des services de pouvoir rationaliser et de pouvoir standardiser les procédures. Les procédures qui doivent s'appliquer, quel que soit le contribuable qui se présente, à nos services. Oui. Et bien sûr... L'État de Côte d'Ivoire. Et bien sûr, au niveau de l'État de Côte d'Ivoire... Qu'est-ce qu'on gagne? On y gagne, bien sûr, la rapidité et la précision de la mobilisation des ressources financières en temps réel.
On parle aussi d'innovation dans le développement local. Les populations des communes de Korogo et Ferké ont bénéficié du soutien pour leurs projets. Un financement du Canada dans ces communes, c'est une phase pilote d'un programme qui prend fin en 2021. Les différentes parties ont fait le point lors de la 3e réunion du comité de contrôle. Le reportage de Franck Wadjo. 3e réunion du comité national chargé du contrôle du programme partenaires municipaux pour l'innovation et le développement économique local. Après les réunions de 2018 et 2019, ce programme financé par le Canada vient en aide aux municipalités par le développement des projets locaux. Il a débuté en 2015 et cette réunion vise à en faire l'évaluation dans un contexte mondial miné par la Covid-19. Il y a 3 niveaux de financement, le fonds d'innovation locale, le fonds d'innovation pour les milieux propices et puis un soutien au renforcement des capacités. Ces 3 fonds sont mis à la disposition de l'UVICOSI qui encadre la gestion de ces fonds au niveau des collectivités. Et l'UVICOSI est chargé d'apporter l'appui technique. Donc c'est ce que nous faisons auprès de ces jeunes et de ces femmes pour qu'eux aussi apprennent à partir de ces programmes-là pour pouvoir postuler à d'éventuelles offres de soutien des autres partenaires. Il s'agit tout simplement d'emmener les bénéficiaires à ouvrir un compte et à bénéficier à la hauteur de leur projet un montant qui pourra permettre de booster l'activité. Et justement, les villes de Korogo et Ferké ont été choisies comme commune pilote et Karakoro comme commune observateur. Korogo a pu bénéficier de la mise en œuvre de 7 projets pour un coût global de 45 millions. Pratiquement. Et donc, c'est des projets qui ont été mis en œuvre pour des jeunes, pour des coopératives. Pour le moment, le programme tire à sa fin sur ces zones pilotes. Mais les résultats, les acquis qui vont être observés, vont être présentés aux autorités locales de la Côte d'Ivoire. Il appartient maintenant à nos institutions publiques et à nos autorités politiques de prendre en charge ces résultats-là. Des résultats à l'ensemble des communes. C'est le souhait du partenaire, la Fédération canadienne des municipalités, qui, aux côtés de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et Vicosi, contribue pour plus de 100 millions de francs CFA par an depuis 2018 à la mise en œuvre de ce programme de développement local. C'est la mobilisation de tous. Dans la lutte contre la Covid-19, restons vigilants puisque la pandémie n'est pas encore terminée. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour dimanche 13 septembre 2020 26 nouveaux cas de Covid-19 sur 786 échantillons prélevés, soit 3,3% des cas positifs, 67 guéris et 0 décès. À la date donc du 13 septembre, la Côte d'Ivoire compte 19 013 cas confirmés, dont 18 112 personnes guéries, 120 décès et 781 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 142 248. Lutte contre la Covid-19, la Côte d'Ivoire engage aussi la lutte contre la fièvre afteuse. C'est une maladie virale grave du bétail hautement contagieuse. Elle entraîne des répercussions économiques significatives. Un protocole d'accord signé entre le gouvernement et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. On le verra avec Jean-Luc Gbangbo. Il vise à atténuer les risques et les impacts de ces maladies animales transfrontalières. La fièvre afteuse, maladie hautement virale et contagieuse, touche aussi bien les bovins, les porcins, les ovins que les caprins. C'est pour contrer cette maladie qui a d'importantes répercussions économiques que la Côte d'Ivoire signe cet accord avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. L'agence onusienne veut aider la Côte d'Ivoire à en limiter les impacts. Comme vous savez, la production en Côte d'Ivoire en protéines animales est relativement déficitaire. Et donc, ça va permettre un peu de sécuriser au moins le minimum de production et de sa mise à disposition sur le marché. D'assurer un contrôle de la mobilité animale pour une meilleure gestion des risques, la coordination transfrontalière et les réseaux régionaux de santé animale. La présence de la fièvre afteuse est confirmée sur le sol ivoirien depuis juin 2020. La maladie a été déclarée dans plusieurs villes du pays, et particulièrement les localités de Boisflé, Abidjan, Bassam, San Pedro, pour ce qui concerne les élevages porcins, occasionnant ainsi des pertes économiques considérables, évaluées à plus de 2 milliards de francs CFA pour la filière porcine et des perturbations dans l'approvisionnement du bétail sur le marché.
Des événements sanitaires qui ont conduit à l'adoption d'une feuille de route avec un point d'orgue, cet appui de la FAO. Ce fonds servira à élaborer un plan d'évaluation de risque de la fièvre aphteuse au niveau national. Renforcer la capacité de détection rapide des services vétérinaires. Renforcer les capacités de diagnostic des laboratoires. Mettre en place une surveillance à base communautaire de la fièvre aphteuse. Le projet de contrôle de la fièvre aphteuse en Afrique de l'Ouest est une initiative conjointe de la FAO et de l'OIE, l'Organisation mondiale de la santé animale. Il est doté d'un fonds estimé à 2,8 milliards de francs CFA. Un autre secteur qui bouge, la filière agricole veut résoudre le problème de l'accès au financement. Les acteurs de la chaîne de valeur étaient en réflexion. Ils entendent créer un modèle adapté à l'agriculture ivoirienne. Une société anonyme multidirectionnelle sera mise en place. On retrouve ce reportage de Lanciné Bakayoko dans nos prochaines éditions. On reste avec Lanciné Bakayoko pour voir le gouvernement qui veut assainir l'activité de transport en Côte d'Ivoire. Le cadre réglementaire est renforcé pour mettre fin à l'information dans le secteur. Les nouveaux textes facilitent les procédures pour la création d'entreprises. Les acteurs sont invités à se conformer à la réglementation en vigueur avant 2021. Ils ont participé récemment à une rencontre à Abidjan. Depuis 2014, seulement 4500 cartes de transport ont été délivrées, alors que le parc automobile ivoirien compte plus de 500 000 engins dédiés au transport de personnes et de marchandises. Inacceptable. À partir du premier trimestre 2021, les transporteurs qui ne sont pas formellement constitués en entreprise ne pourront plus exercer l'activité. L'entreprise, pour lui, qu'est-ce que cela lui donne? Ça lui permet d'avoir une gestion rationnelle, de laisser quelque chose, de léguer quelque chose à ses enfants, mais plutôt même, ça lui permet d'être en fonction d'être pris en compte par les différents partenaires financiers, surtout les banques. Faute d'informations et foncièrement attachés aux anciennes pratiques et sans véritable formation entrepreneuriale, les transporteurs rechignent à basculer dans le formel. Mais le Haut Conseil des transporteurs à la recherche d'innovations susceptibles de rentabiliser les investissements s'inscrit pleinement dans le projet. De plus en plus, les transporteurs routiers sont en train de partir vers la professionnalisation. Le ministère des Transports aujourd'hui est en train de tout mettre en œuvre pour que la création des entités économiques marquées par les sociétés de transport soit de plus en plus développée. Ces assises du transport sont une idée portée par la plateforme Uber à Abidjan, qui compte en fait un cadre d'échange annuel. La mise en place d'entreprises viables avec un fonctionnement traçable a été instituée par une loi d'orientation sur le transport intérieur prise en 2014. Dans l'actualité politique ce soir, le RHDP prépare la présidentielle d'octobre. Issa Fadiga, membre du bureau politique, mobilise les jeunes. Il a rencontré les leaders d'associations de jeunesse de Treichville. Astou Touré. Le bureau politique du RHDP en action pour la victoire du candidat Alassane Ouattara. Issa Fadiga, membre du bureau politique, a rencontré les jeunes de Treichville. Objectif, mobiliser les leaders des organisations de jeunesse pour la victoire du parti. Et en tant que fils de Treichville, il nous est paru important de prendre notre bâton de pèlerin et de faire le tour des grains de Treichville. Le message, il est le même chaque soir. Il est de mobiliser et de sensibiliser l'ensemble des grains, l'ensemble des populations de Treichville sur la candidature du président Alassane Ouattara. Au cours de cette rencontre avec les associations de jeunes, l'émissaire du bureau politique du RHDP est revenu sur les actions menées par le président de la République Alassane Ouattara. Nous avons indiqué à nos parents qu'il est responsable de la paix et de la stabilité qui a été retrouvée en Côte d'Ivoire depuis 2011, qu'il est responsable de la croissance économique que la Côte d'Ivoire a retrouvée, qu'il est responsable de tous les progrès et de tous les programmes sociaux qui ont été mis en place, ce qui montre véritablement une avancée notable depuis 2011. Au sortir de cette rencontre, les jeunes disent être prêts à accompagner le RHDP. Nous sommes vraiment contents d'avoir non seulement reçu le DG, mais de nous avoir aussi instruits sur certains points qui créent beaucoup de polémiques au sein de la population. Le bureau politique du RHDP entend mobiliser tous les leaders de jeunesse de Côte d'Ivoire pour une victoire du RHDP au soir du 31 octobre 2020.
Les militants RHDP des États-Unis se mobilisent aussi. Ils se sont rencontrés à New York pour apporter leur soutien à la candidature d'Alassane Ouattara. Issa Tchounaïo. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, continue la mobilisation de ces militants à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Les militants du RHDP vivant aux États-Unis ont réaffirmé leur soutien au président de la République, Alassane Ouattara, qu'ils qualifient des bâtisseurs de la Côte d'Ivoire nouvelle. Nous voulons une Côte d'Ivoire de paix, de stabilité, de fraternité et de progrès pour tous. Le président Alassane Ouattara constitue le choix de la raison et du bon sens. Que tu sois Guéré, Yacouba, Djoula, Bédé, Baoué, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est le développement dans la continuité que vous voyez. Dans mon village, je sais ce que le président Ado a fait. Et dans mon département, je sais que le président Ado a fait. Je suis allé à Abidjan, j'ai vu comment la Côte d'Ivoire a été changée. Je suis ado aujourd'hui, je suis ado demain. Je suis RHDP 100%. D'Abidjan, Paris, en passant par New York, le président de la République peut dormir tranquille. Il a accédé à notre requête pour être candidat. Le travail est dans notre camp maintenant. Nous allons le porter au sommet le 31 octobre. Un coup KO. Pour ces militants sortis nombreux à New York, le président Alassane Ouattara reste le meilleur candidat à même de continuer le bonheur tant espéré par les Ivoiriens. Ils sonnent donc la mobilisation pour la victoire finale du candidat du RHDP Alassane Ouattara au soir du 31 octobre 2020. Une victoire synonyme de paix et de cohésion pour la Côte d'Ivoire, selon eux. Justement, une présidentielle qui doit se tenir dans un environnement paisible. Les guides religieux s'investissent pour le vivre ensemble. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire initie des prières. Elle entend aussi organiser une caravane pour la paix. On retrouve Issa Tchounaïo. Côte d'Ivoire reçoit ma paix. C'est l'intitulé de la caravane pour la paix initiée par l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. À travers ce projet, les fidèles chrétiens de cette église comptent, par le biais de plusieurs activités, sensibiliser la population à la cohésion et au dialogue avant l'élection présidentielle d'octobre prochain. Cette paix, nous en avons besoin à tous les niveaux, dans nos vies de tous les jours. Et nous devons la communiquer à tous. C'est pourquoi il nous faut être ensemble pour véhiculer cette paix. Et ça fera du bien à tout le peuple. Cette caravane que nous sommes en train d'organiser a pour but de communiquer, de véhiculer la paix. Cette caravane, au dit des responsables de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, devrait se tenir au mois de mars dernier. Mais du fait de la pandémie du coronavirus, elle n'a pu se faire. Aujourd'hui, les guides religieux de cette église sont déterminés à jouer leur partition dans la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire avant l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Et comme tous les dimanches, place autour du monde de l'information, on fait le point de ce qui a marqué l'actualité toute cette semaine. On commence par la présidentielle en Guinée, le 7/7, Moussa Konaté. Lundi, Cellou Dalein Diallo, opposant principal en Guinée, a déposé son dossier de candidature à la Cour constitutionnelle. Une décision controversée qui a occasionné une scission au sein de la coalition opposée au troisième mandat du président Alpha Condé. Au moins 65 morts et plus de 300 000 sinistrés suite aux récentes inondations au Niger. C'est le bilan fait mardi par les autorités nigériennes qui ont précisé que plusieurs quartiers de Niamey sont toujours engloutis par les eaux. Le convoi du premier vice-président afghan Amroullah Saleh a été visé par une attaque à la bombe dans le centre de Kaboul mercredi, ont déclaré des responsables du gouvernement. Selon un collaborateur du vice-président, un kamikaze s'est fait exploser près du convoi. Le bilan faisait état de 2 morts et 12 blessés.
Des incendies d'une ampleur historique continuaient de ravager jeudi la côte ouest des États-Unis, où ils ont causé la mort d'au moins 16 personnes, dont un nourrisson, et détruit des centaines d'habitations, forçant des milliers d'habitants à fuir les flammes. À peine divorcé de l'Union européenne, le Royaume-Uni se cherche à de nouveaux partenaires. Le gouvernement a arraché vendredi auprès du Japon son premier accord commercial majeur depuis le Brexit à l'issue d'une semaine d'intenses frictions avec l'Union européenne. La charte de transition au Mali a été présentée samedi à l'issue de 3 jours de discussion. La durée de la transition est à 18 mois et charge à un comité formé par la junte de désigner un président civil ou militaire pour diriger cette transition. Les Russes se sont rendus aux urnes dimanche pour des élections régionales en pleine affaire d'empoisonnement de l'opposant numéro 1, Alexeï Navalny. Dans 41 régions, les électeurs sont appelés à élire leur gouverneur, assemblée régionale ou municipale, ainsi que 4 députés du Parlement national. Le 7 sur 7, Franck Quadio est dans l'actualité nationale. Franck Quadio nous parle de ce projet d'extension de l'INSAC. La ministre de la Culture a posé la première pierre. INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, une journée particulière pour étudiants et encadreurs. L'Institut a grand besoin de faire peau d'œuvre et justement, ces jours de pose de première pierre. Initialement construit pour accueillir environ 500 étudiants, l'INSAC compte aujourd'hui une population de 5 996 étudiants, 467 enseignants et 162 membres du personnel administratif et technique. Il y a également le problème de l'équipement en matériel technique et didactique au sein de nos 4 écoles et nos 3 centres de formation. Une couche de ciment à l'aide d'une truelle, le geste est symbolique, mais traduit l'engagement de l'État, selon la ministre Raymonde Goudou Kofi, à développer les infrastructures culturelles du pays, une disposition contenue dans le plan national de développement 2016-2020. Et il est de bonne loi, bien entendu, de permettre aux étudiants de travailler dans les meilleures conditions. C'est ainsi que ce projet, à hauteur de plus de 19 milliards de francs CFA, va donc démarrer. Nous pensons dans les 3 semaines à venir. Un programme d'extension et de réhabilitation qui sera exécuté par la Côte d'Ivoire et des partenaires extérieurs et qui concerne tout l'environnement culturel en termes d'infrastructures. Le premier pas que nous faisons en ce qui concerne les instituts d'éducation, il y a le Léa qui est en cours déjà à Yamoussoukro, il y en a un autre qui est prévu à Odiéné et un autre à San Pedro. On réhabilite les bâtiments qui existent déjà et on équipe les nouveaux bâtiments qui ont fait l'objet d'extensions. Dans ces bâtiments, selon les classes, bon, ce sera peut-être des bancs, ce seront peut-être des équipements antiques et autres, mais je pense que c'est un projet qui est très intéressant, c'est que ça va permettre d'avoir plus d'étudiants à hauteur de 8000 étudiants alors que nous sommes à peu près à 5900. Développement de l'outil culturel salué par tous, les travaux seront livrés selon la tutelle dans 30 mois. Revenons dans l'actualité politique. Le PDCI dans la course pour la présidentielle. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire investi candidat. C'était hier à Yamoussoukro, à la place Jean-Paul II. Mobilisation des militants et sympathisants autour d'Henri Konan Bédié. Le reportage de Léon Brou. Henri Konan Bédié, investi candidat du PDCI RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2020 par le doyen d'âge des vice-présidents du parti. Son projet de société qu'il s'engage à réaliser dès son élection, la réconciliation nationale. En recollant tous les morceaux décousus de notre tissu social, cette reconstruction doit être une œuvre collective menée par toutes les forces vives de la nation dans le cadre d'un dialogue politique et social inclusif. Ainsi, ce jour, j'invite toutes les formations politiques et les plateformes politiques qui le désirent à soutenir ma candidature
à l'élection présidentielle. Pour évoquer son programme de gouvernement, le candidat du PDCI RDA annonce un plan à 4 volets pour 26 engagements, entre autres l'état de droit, la démocratie apaisée et participative. Henri Konan Bédié dit accorder une place de choix au développement économique et social. À la clé, un modèle économique qui assure l'équilibre entre recettes fiscales et dépenses publiques. Ici sont prévues des réformes structurelles d'appui au secteur privé et public, y compris les travailleurs et les retraités. Aussi envisage-t-il de révolutionner l'emploi jeune, l'autonomisation de la femme, l'agriculture. Objectif, hausse de la production et du pouvoir d'achat. Ces projets ciblés en faveur des populations démunies seront contenus dans les 15 masses de projets plurisectoriels à réaliser de 2020 à 2025 d'un montant de 46 000 milliards de francs CFA. C'est sur la base de la gestion efficiente des recettes fiscales prévisionnelles de 2020 à 2025 d'un montant de 35 000 milliards de francs CFA et la mobilisation de ressources additionnelles sur les marchés internationaux de capitaux que nous aurons la capacité de financer les 15 masses de projets comportant un total de 143 projets. Citoyenneté, civisme, éducation, formation, grands travaux, aménagement du territoire sont aussi au programme du candidat du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, dont l'investiture a mobilisé société civile, partis et plateformes politiques alliées au PDCI RDA. Un peu rappelant avant de terminer que le président de la République a animé sa traditionnelle conférence de presse qui intervient à la fin de ses visites d'État. Alassane Ouattara s'est prêté aux questions de la presse nationale et internationale. Les échanges vous seront proposés juste après ce journal. Restez donc sur RTI 1. Retour de l'actualité 23h avec Abdoulaye Koné. Le sage indique ce soir qu'il n'est jamais tard quand le ciel aide. Très bonne reprise du travail. On se retrouve demain. Dieu voulant.